Bonjour, bienvenue à l'invité. Aujourd'hui, nous recevons Yves Kissombé, communicateur de la majorité présidentielle. Bonjour Yves Kissombé. Bonjour Monsieur Louko. Alors, nous revenons avec vous sur l'actualité de ces derniers jours. Le prix Matata Ponyo pour la bonne gouvernance, institué par l'Union de la presse, l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, et Luanda, capitale angolaise, qui a abrité 26 octobre dernier un sommet, CIRGL SADC, sur lequel a apporté tout son soutien à l'accord politique issu du dialogue de la Cité de l'Union africaine. Mais on dit que le sommet de Luanda a dit tout et sans contraire. C'est donc ces deux sujets qui va s'agir dans cette émission. Alors on commence avec le prix Matata Ponyo pour la bonne gouvernance, notre prix Mont Ibrahim national, on va dire, qui est, bon, par certains politiques, mais aussi journalistes boudés, qui dit que Matata ne mérite pas ce prix. Je vais lire cet extrait tiré du journal du site politico.cd. C'est un journaliste qui parle, Achille Kadima. Il dit ceci: Matata Ponyo égale bonne gouvernance sous la direction de ce Premier ministre atypique. La RDC est devenue le pays le plus pauvre de la Terre. Son dernier budget réserve à chaque Congolais $70 pour toute l'année 2017. Transco, Congo Airways et Bukanga Lozo, ses œuvres sont presque en faillite. Il a lancé la bancarisation de la paye, mais a épargné la primature. Voilà les griefs retenus contre Matata Ponyo, qui va symboliser le prix de la bonne gouvernance dans notre pays. Est-ce faux, c'est que dit Achille Kadima ici? Oui, d'emblée, je vais vous répondre que c'est faux, parce que manifestement, beaucoup de nos compatriotes dans les différents secteurs de la vie nationale, de la vie professionnelle, ne sont malheureusement pas mus dans leurs faits et gestes, dans leurs dires, par l'objectivité et par la bienveillance. Beaucoup de choses se font, se disent, qui sont motivées par le mépris de l'autre, la volonté de nuire, le plaisir de chercher à nuire, et par des calculs d'intérêt personnel. Alors, je ne jette pas, moi, la pierre sur tel ou sur tel, parce que je ferai exactement la même chose à ce moment-là. Moi, vous savez, l'estime, la considération que j'ai pour la presse de mon pays et pour mes nombreux amis journalistes qui, pour la plupart, font très bien leur travail dans des conditions que vous connaissez depuis longtemps. Mais je suis là aussi pour exhorter chacun, parce que la jeunesse nous suit. La relève doit venir aussi après nous. Aujourd'hui, demain, nous sommes là, nous sommes encore jeunes et pleins d'énergie, mais nous devons déjà penser à ceux qui nous suivront. Il faut tirer le Congo vers le haut. Trop de choses se font dans le sens de nous tirer vers le bas. Le pessimisme... Ce prix tirer le Congo vers le haut, comment... Le pessimisme ambiant fait que même les évidences les plus frappantes sont niées par la mauvaise foi. Qui peut contester l'image dans la population de ce Premier ministre, de Joseph Kabila? Autant le président de la République est connu pour être un homme mesuré, un leader clairvoyant, un leader prudent, pas quelqu'un qui s'enflamme facilement, un homme de tempérance. Autant nous savons que depuis le ministère des Finances, où le président Joseph Kabila a placé son pion, qu'il a ensuite nommé à la primature, avec des missions économiques précises, des missions concernant l'assainissement des finances publiques, la rigueur dans la politique économique, la rigueur dans le but de mener des investissements dans les infrastructures, d'améliorer le cadre général de notre économie pour permettre le progrès social. Le progrès social ne se décrète pas, le bien-être social ne se décrète pas, M. Lukoki, il se construit. Et voilà que sur une décennie, le président Joseph Kabila a permis à notre pays de se mettre sur l'orbite du développement, du redressement économique et du progrès social. Et chaque acteur qui est appelé par le président de la République à jouer un rôle a besoin du soutien des compatriotes. Le Premier ministre Matata est un homme, tout le monde le sait, ponctuel, rigoureux, sérieux, méthodique. Sa nature
porte déjà les germes de l'efficacité. Mais c'est là. Et donc, s'il vous plaît. Mais cela ne suffit pas pour symboliser le prix de la bonne gouvernance, tout de même. Je pars déjà. Humilité, ponctualité, ma foi. pars de la base pour dire que la compétence qui se vérifie au travers des résultats, des performances du gouvernement Matata en l'occurrence, Matata 1, Matata 2, les deux gouvernements de Joseph Kabila depuis 2012 ont réalisé des performances économiques, ont redressé l'économie de notre pays. Qu'est-ce qui se passe en 2008 déjà? Une crise financière, économique internationale frappe une première fois notre pays de plein fouet. Mais malgré cela, nous arrivons, notamment grâce au contrat chinois, grâce à la volonté du président de la République de faire que des investissements conséquents soient faits dans les infrastructures, nous progressons. En même temps, des avancées sociales certaines existent, mais le niveau de vie de nos populations, nous le savons, est encore assez faible. Mais les salaires, les traitements des fonctionnaires, le président de la République a mis un point d'honneur à ce que ça soit payé et qu'il n'y ait plus de retard sur ce point-là. La bancarisation, les infrastructures de transport, les infrastructures sanitaires, etc. Tout cela montrant que le redressement économique est lancé, mais n'est pas encore totalement réalisé. Et donc, s'il vous plaît, terminez pour conclure. Je termine rapidement en disant qu'évidemment, tout le monde sait que le Premier ministre Matata, qui a été placé là par le président Joseph Kabila pour faire de la rigueur sur le plan économique et sur le plan de la gouvernance, ne serait pas resté pendant 4 ans si le visionnaire n'avait pas obtenu satisfaction d'année en année par rapport aux résultats. Alors, 2015, le cours des matières premières chute, une crise économique internationale frappe l'Afrique aussi, des pays comme l'Angola, le Nigeria, le Ghana, le Maroc. En dehors de l'Afrique aussi, l'Arabie Saoudite, sous perfusion du Fonds monétaire international, ce qui n'est pas le cas pour nous. Cette crise fait que sans la rigueur, sans cette capacité de gouvernance du gouvernement Matata, eh bien, les contre-performances, notamment cette régression des ressources propres, une diminution du budget de l'État, eh bien, et bien sûr l'inflation que nous connaissons, aurait été beaucoup plus néfaste, beaucoup plus importante. Donc nous avons un gouvernement, celui de Joseph Kabila, qui réussit à contenir les effets négatifs de la crise internationale sur notre pays. Et nous sommes cités en exemple au niveau international aussi, parce que sans la rigueur de ce gouvernement, et en particulier le suivi dans l'assainissement des finances publiques, dans le contrôle des dépenses du Premier ministre Matata, eh bien, le taux d'inflation, le taux de change aurait atteint des records que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Pour l'instant, tout va bien. Je rappelle que le FMI, non, tout ne va pas bien, tout ne va pas bien, mais nous avons la chance d'avoir un pouvoir, celui de Joseph Kabila, qui contient, n'est-ce pas, les dégâts qui auraient pu être causés par la crise internationale. Et nous aurions aujourd'hui, peut-être, certainement, les économistes ne me contrediront pas, $1 à plus de 3000 francs congolais en octobre 2016, avec un taux d'inflation galopant, n'eût été la rigueur du... Donc c'est facile de juger uniquement sur base, j'allais dire, comptable, en disant le budget a diminué, donc le gouvernement est moins performant. Non, il faut voir le contexte africain international qui place notre pays dans une situation de mérite, parce que une fois cette vague traversée, eh bien, nous pourrons reprendre notre élan normalement. Cela a été décrié longtemps. Et donc, Matata Ponyo l'État est effectivement... congolais était un État douanier qui vivait de ses recettes. Et voilà, maintenant que les recettes baissent, du coup, c'est la dégringolade générale, mais que vous dites que bon, on tient encore là-bas. Alors, non, l'État congolais, parce qu'il y a une politique régionale africaine et puis une modernisation aussi des douanes à l'avenir qui font qu'il faudra diversifier naturellement nos sources de revenus pour les recettes publiques, pour améliorer le budget de l'État. On ne peut pas se contenter on n'y est pas encore. des importations. Non, mais ça c'est dans l'avenir.
vision du président Joseph Après, Kabila pour l'émergence et pour le développement économique de notre prenons pays. un élément après un autre. On commence par le premier élément évoqué par Achille Kabongo. Notre pays est classé par la Banque mondiale tout dernier en indice de développement. Nous sommes le pays le plus pauvre au monde pendant le mandat Matata Ponyo. Non, d'abord, ça c'est de la mauvaise foi de parler de cette façon. Non, nous sommes le Congo n'est pas, non, c'est pas le rapport de Achille Kabongo. Non, enfin, la Achille RDC Kadima. n'est pas le pays le plus pauvre du monde. Il y a, je dis bien, il y a des dizaines de pays plus pauvres que la RDC en termes de revenus par habitant, en termes de conditions de vie des populations, parce que rien que la nature telle qu'elle a gâté la RDC fait qu'en réalité, il n'y a pas de famine en République démocratique du Congo. Il y a des conditions de vie difficiles. Ça, c'est la Attendez, nature, c'est pas l'État. Il y a des conditions de vie... Oui, mais c'est pour vous dire déjà que ça procède de l'indice de développement humain. Donc je crois qu'il y a un côté artificiel... Ici, on parle de l'action des... mais c'est ce que je vous explique. C'est ce que je vous explique. Déjà au départ, la nature a bien doté notre pays et les efforts de développement sont beaucoup plus significatifs que ceux que, pour des raisons de calcul politique et de lutte pour des intérêts financiers occultes, certains évoquent, n'est-ce pas? Je crois que la situation du Congo, bien sûr, nous sommes encore un pays en développement, nous sommes encore un pays pauvre au niveau des revenus, mais les perspectives sont on ne peut plus de nature à rendre l'espoir aux populations. Et, puisque vous parlez de Matata Ponyo, il restera, depuis l'avènement de notre pays à l'indépendance, ce Premier ministre qui aura réalisé des performances économiques sous le leadership de Joseph Kabila, dans le bilan de Joseph Kabila, dont on ne peut pas dissocier son gouvernement, des performances économiques inégalées en termes de redressement des finances publiques, en termes de redonner au Congo un cadre général de son économie, parce qu'on parle de cadre macroéconomique, c'est quelque chose d'extrêmement important, de capital, parce que sans le cadre général de notre économie, on ne peut pas redresser économiquement le pays et arriver à des performances sociales. Mais il n'en restera pas moins que monsieur... Et donc, lorsque une organisation représentative de la presse décide de lancer un prix pour inciter à la bonne gouvernance, cela ne signifie pas que le Premier ministre Matata est un homme parfait dans la gouvernance, on dit qu'il n'y a pas de faiblesse, dans notre pays, mais il est certainement un modèle pour les Congolais, un modèle de sérieux, de gouvernance, de résultats pour les Congolais. Et ce qui est dommage, ce qui est pathétique, c'est que la plupart des gens, des compatriotes, qui vilipendent les autres, qui vilipendent le Premier ministre Matata, sont de piètres dirigeants dans leur structure privée, dans leur façon de diriger leur propre famille, dans leur travail. Si on se penchait sur leur façon de faire, sur leur façon d'être, on verrait qu'ils n'ont de leçons à donner, mais à personne. Ici, nous parlons de Matata Ponyo. Oui, mais je vous dis de lui qu'il s'agit. Alors, on retiendra que pendant le mandat de Matata Ponyo, on ne saura pas organiser les élections. Oui, Matata avait promis un budget cumulé en 5 ans de 46 milliards. On est à 4,5 milliards, on est loin. Alors, on va passer à notre deuxième sujet. Oui, mais je ne peux pas vous laisser dire ça. Évidemment que le gouvernement était sur des projections. Oui. Certaines ont été réalisées, d'autres pas. Je ne pense pas qu'on puisse réduire le bilan de ce mandat de gouvernement du président Joseph Kabila à des contre-performances. Ce n'est pas un échec pour Matata Ponyo de ne pas avoir organisé les élections cette année. Ça n'est pas un échec. Non, ça n'est pas un échec parce que cela s'explique par des raisons objectives liées aux dépenses qui ont été effectuées pour la souveraineté de notre pays, pour son intégrité territoriale. Il y a la crise internationale qui a aussi conduit des difficultés, mais au-delà de cela... Les élections ne sont pas du domaine de la souveraineté de l'État. Bien sûr que si, mais il n'y a pas que les élections dans la vie nationale. Il y a aussi les réalisations sociales. Et moi, je suis heureux que sous ce gouvernement, depuis 2012 et même avant, eh bien, des réalisations à caractère social ont été légion dans notre pays. Très bien. À travers le territoire national. Mais il faut circuler à travers le territoire national pour voir que ce géant qui a été détruit est en train
de se relever. J'ai vu dernièrement les images de Mbandaka. Bon, on a encore beaucoup de travail. Alors, ça, je le concède. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. On va prendre le deuxième et dernier sujet. On parle de l'accord politique soutenu, salué par le sommet de Luanda, le sommet de la SADC et CIRGL, mais pas tant que ça. Selon une analyse tirée du journal Le Potentiel, la déclaration de Luanda relève également la nécessité, alors pour toutes les parties prenantes, à la crise congolaise, de respecter les principes, idéaux et aspirations du peuple congolais. Comment vous comprenez cela, Yves Kisombe? Cher Monsieur Lukoki, je crois qu'il est extrêmement important pour chaque Congolais de comprendre que l'Afrique a décidé de se prendre en charge, a décidé de régler elle-même les questions qui posent problème sur le plan de la stabilité de nos sous-régions. C'est l'African Ownership. Les Africains ne veulent plus que les Asiatiques ou les Occidentaux soient eux-mêmes directement les Africains dont le bâtiment, le siège de l'Union africaine est un don de la Chine. C'est pris en charge? Non. Non. D'abord, il n'y a pas de comparaison à faire dans ce sens-là. Déjà que vous n'arrivez pas à vous construire un bâtiment qui va abriter vos services. Non, ça nous arrivons quand même à faire. Oui, ce qu'il faut retenir, c'est que même le don d'un bâtiment n'exclut pas le respect de la souveraineté et de la dignité de nos pays et de l'Afrique. Les Africains veulent eux-mêmes, et c'est une chose que nous devons tous soutenir, être au premier rang du règlement de leurs problèmes. L'Afrique règle les problèmes dans les sous-régions. C'est ce qui se passe. Et le message de Luanda, contrairement à ce qu'on essaye de raconter aujourd'hui, le message est extrêmement clair. C'est un soutien à la RDC, c'est un soutien aux institutions de la RDC, donc au président de la République, c'est un soutien au dialogue, c'est un soutien à l'accord qui a été signé à la Cité de l'Union africaine, c'est aussi un soutien à tous les efforts à venir de dialogue, d'ouverture, de rassemblement des uns et des autres pour aller de l'avant. La porte n'a jamais été fermée par le sommet de Luanda. Quelle est votre lecture de ce que la déclaration de Luanda a également relevé, la nécessité pour toutes les parties prenantes à la crise congolaise, je le disais tantôt, de respecter les principes, idéaux et aspirations du peuple congolais? L'aspiration majeure du peuple congolais en ce qui concerne les élections, c'est l'alternance. Écoutez, le sommet de Luanda a donné des insomnies aux extrémistes, aux radicalisés de l'opposition congolaise, et puis ils ont essayé de trouver ce qui pouvait les arranger dans la déclaration. Oui. Ce qui est certain, c'est que les principes, nous les avons en commun. Comment voulez-vous qu'une organisation régionale ou sous-régionale aille à l'encontre des principes ou soutienne, préconise autre chose que le respect de la Constitution, le respect des valeurs démocratiques? Dans un discours diplomatique. Donc, non, ce n'est pas un discours diplomatique, c'est un discours, pas uniquement diplomatique, c'est un discours majeur qui ne fait pas que donner sur un ton diplomatique, mais qui invoque et évoque les choses fondamentales, qui sont celles que le président Kabila défend, qui sont celles que la RDC défend. Vous avez déjà vu dans une instance internationale, ou même à l'intérieur du pays, les forces politiques qui soutiennent Joseph Kabila prôner autre chose que le respect des principes, le respect... Ça va de soi. Alors la dernière question... Nous n'avons aucun problème là-dessus. Ça va de soi que vous qui soutenez le président puissiez applaudir. Ce qui est certain, c'est qu'au 19 décembre, le président de la République, en ce qui le concerne, a l'obligation de rester en fonction, de par la Constitution, de par aussi la loi et le soutien de l'Afrique, mais aussi de par le bon sens, jusqu'à l'élection d'un nouveau président de la République, et que donc la loi, au sens large, devra être respectée par tous. Le dialogue est une institution, j'allais dire, au sens objectif du terme, permanente. Il faut toujours dialoguer. Yves Kisombe, deux dernières questions. C'est une question assez lancinante. Est-ce que l'accord politique ou le dialogue de la Cité de l'Union africaine a résolu la crise? Et qu'est-ce que vous, personnellement, vous attendez de la délégation du Conseil de sécurité qui sera dans nos murs d'ici la semaine prochaine, le 11 novembre? Est-ce que, il faut attendre
de cette délégation un certain élargissement sur le respect de la résolution 2277 qui postulait le respect des délais constitutionnels pour ce qui est de l'élection présidentielle. Non, le Conseil de sécurité, les Nations Unies elles-mêmes, n'importe quelle organisation ne pourront pas dire autre chose que l'évidence qui a été constatée lors du dialogue qui vient de se terminer concernant l'impossibilité d'avoir des élections en 2016 ici ou en 2017. Il est techniquement impossible de le faire. La CENI, les experts internationaux l'ont démontré, M. Lukoki, et donc le mérite de ce dialogue, c'est d'avoir bien clarifié les choses en ce qui concerne le processus électoral, d'avoir mis des perspectives nettes. Et d'avoir résolu la crise. Vous terminez rapidement. Théoriquement, je pense que la crise est effectivement résolue dans le sens où les perspectives de bonne fin du processus électoral apaisé sont là. Mais maintenant, un plus large consensus en pratique. C'est pour ça que l'accord reste ouvert aux opposants qui ne s'y sont pas encore associés. Et qui ne viendront pas, vous le savez. Si on n'ouvre pas un nouveau dialogue, mais de toute façon, l'unanimité n'existe pas en démocratie. Moi, je pense qu'il faut aller de l'avant. On parle d'inclusivité, non d'une... Il faut aller de l'avant. L'inclusivité, c'est le principe que tout le monde soit appelé. Il faut aller de l'avant. Il faudra que les institutions mènent le Congo à bon port électoral. Je crois que ça sera chose faite. Pour le reste, ceux qui se marginalisent resteront en marge s'ils le souhaitent. Mais le plus important, c'est que chacun sache qu'à tout moment, il peut rejoindre le train de l'avancement de notre pays. Et pour l'instant, il reste quand même un caillou dans la chaussure du pouvoir. Merci beaucoup Yves Kisombe d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de l'invité. Merci de l'avoir suivi. Bonne continuation de programme sur votre chaîne.